a 4 jeux dont je suis auteur. Voilà, donc ils parlent d'eux-mêmes, je crois, avec leur visuel. J'aime beaucoup les jeux coopératifs, c'est un peu ma prédilection. Il n'y a pas de process régulier. C'est des fois des choses qui me tombent un petit peu dessus, comme par exemple Dreamon. Moi, je suis un ancien animateur socioculturel. Et Dreamon, en fait, l'idée de base, ça vient plutôt d'un jeu que je faisais à l'oral avec les jeunes directement. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, ça pourrait ressembler à un jeu avec des cartes et tout. À l'inverse, Cosmopolite, c'est un jeu sur commande qui a été commandé par le CNRS de Lyon. Là encore, La Marche du Crabe, c'est issu. Alors, La Marche du Crabe et Roméo et Juliette est peut-être un petit peu des parallèles parce que les deux sont issus d'un univers déjà connu. Donc là, c'est d'un roman que tout le monde connaît. Ça, c'est issu d'une bande dessinée. Donc le process, là, c'était vraiment de s'imprégner de l'œuvre déjà existante et puis de faire un peu la suite ou un regard différent via le jeu de l'œuvre. J'aime beaucoup cette façon de travailler. C'est assez intéressant parce qu'on est déjà sur un cadre assez connu du monde, avec déjà une vision très singulière. Quand je dis connu du monde, c'est-à-dire que c'est connu par un grand monde. Quand on voit Roméo et Juliette étalé, les gens disent « Ah, c'est Roméo et Juliette », tout de suite, ils savent un peu de quoi ça va parler, quoi. Et donc, ça donne de la force aux propos. Donc voilà, ça change. Ça dépend aussi avec qui je travaille, parce que j'ai des projets avec des co-auteurs. Là, par exemple, j'ai des projets avec Juan Rodriguez qui travaille beaucoup à partir du matériel. Donc ça, c'est un process que je n'avais pas encore, je ne connaissais pas, c'est encore différent. Mon papa, c'est un joueur de tarot chevronné, il fait des concours dans sa campagne, il gagne des saucissons avec. Voilà, j'ai été biberonné avec le tarot, enfin, peut-être pas biberonné, mais tarot belote, c'est des trucs que je jouais beaucoup. Maintenant, à la maison, je joue à plein de choses, j'ai des enfants, j'en ai plusieurs. On joue vraiment régulièrement. Donc oui, je suis un joueur passionné, et avant d'être auteur, j'étais déjà un joueur régulier, on va dire. Je suis ludicaire, donc vendeur en boutique de jeux. Comme un libraire du livre, moi je suis un ludicaire du jeu. Voilà. En fait, j'ai été animateur jeunesse jusqu'à fin 2015. Et puis fin 2015, j'avais cette idée de mon premier jeu là, qui n'est pas ici, Créo. Et j'avais envie de me lancer dedans complètement, donc j'ai arrêté. J'ai fait 2 ans de développement de jeu avec du chômage. C'était pas suffisant, donc après je suis allé dans le monde du jeu via la boutique. Voilà, ça fait 4 ans que je suis à la boutique. J'ai besoin énormément d'être dans la matière, de voir, revoir. Je joue beaucoup à mon jeu. Généralement, je dois être à plusieurs centaines de parties pour chacun de mes jeux. Je pense que même certains, il y a le millier qui a été atteint. Donc c'est un peu peut-être rébarbatif. Heureusement, j'ai pas mal de testeurs différents, donc les gens n'ont pas le temps de s'ennuyer. Le process est plutôt long et en plus, je pense que, je sens comme si ce ne serait pas encore un peu plus long maintenant encore, parce qu'il y a tellement de propositions qu'on a envie vraiment de les peaufiner, de les rendre complètement lisses, impeccables, travailler jusqu'au petit bout de détail. Et donc du coup maintenant les jeux mettent du temps à sortir. À Roméo et Juliette par exemple, j'ai dû le signer je crois que je l'ai signé en 2017 ou 2018 et il est sorti en 2020. Et en plus quand je l'ai signé en 2017 ou 2018, j'avais déjà travaillé 1 an dessus, donc c'est long. Cosmopolite, on a bossé 4 ans dessus avec le CNRS. Donc oui, c'est des process longs. Moi au début ça m'est un peu tombé dessus avec Créo, j'avais pas d'autres idées que celui-là et je l'ai signé, il est sorti et après j'ai eu une deuxième idée, elle est signée, elle est sortie et au début j'ai eu l'impression qu'à chaque fois que j'avais une idée ça allait sortir. Et puis en fait c'est complètement faux, c'était le fruit du hasard, un certain feeling au début que j'ai pas eu, je sais pas, j'ai eu et que j'ai plus après. Mais toujours est-il qu'au fur et à mesure j'ai mené plusieurs projets de front. Actuellement j'en suis pas loin d'une dizaine de fronts. Et c'est beaucoup, c'est trop en fait pour moi. Il y a des gens qui font plus que ça, hein, mais pour moi c'est trop. Alors ils sont à différentes étapes, hein. Il y en a certains qui sont sur le point de sortir, d'autres chez tout début d'idée. Mais comme le process est long, forcément, voilà. Donc je pense que jusqu'à 5-6, ça va bien. Au-delà, je suis un petit peu en sur-régime. Et voilà, donc faut que je fasse attention. C'est difficile d'avoir du feedback sur le Covid parce qu'on était vachement isolés tous. Donc si, en boutique, j'ai quand même senti une montée, mais ça fait quand même avant le Covid. Hein. Moi, ça fait 4 ans que je suis à la boutique. Chaque année, l'année qui arrive est plus forte que l'année d'avant. Le chiffre d'affaires monte, les demandes montent, ça monte en exigence aussi. Et en tant qu'auteur, je dirais pas que c'est plus facile. Je dirais que c'est plus exigeant qu'avant. Après, pourtant, j'ai que 6 ans de recul, hein, donc j'imagine des auteurs plus anciens pourraient aussi le dire encore plus. Mais je sens que voilà, il y a beaucoup de gens qui proposent des jeux et bon, il y a encore pas mal de jeux qui sortent. Mais là, ça va commencer à vouloir vraiment sortir pas le jeu de trop, quoi. Autant pour un éditeur que pour un auteur.
Et donc, voilà, faut les peaufiner. Donc, ouais, c'est plus difficile qu'avant, je pense. Ouais, j'aime beaucoup d'être en festival, surtout ça nous a quand même manqué ces derniers temps. C'est une manière pour moi, c'est par exemple une manière pour tester mes protos, c'est idéal parce que je vois des gens qui ne font pas partie de mon cercle habituel. Donc je vois d'autres personnes, bon, j'ai d'autres cadres, hein, je peux intervenir en centre de loisirs, j'ai mon bar à jeux pas loin de chez moi où je peux régulièrement faire jouer. Mais là, le festival, il y a quand même vraiment une effervescence et donc tu fais vraiment jouer beaucoup, donc ça permet vraiment de faire bouger. Et puis tu rencontres des gens plus pros aussi, c'est intéressant. Tant la boutique que des fois tu as des éditeurs, des fois tu as des autres auteurs, tu peux aussi un petit peu échanger sur leur feeling. Au niveau général du milieu, c'est quand même un petit milieu, mais c'est important de sentir un peu ce qui se passe. Mais aussi sur ton jeu en lui-même, les retours sont importants, tu construis au fur et à mesure. Donc c'est un peu indispensable d'être sur un festival. Ce qui a changé depuis peu, c'est qu'avant, quand j'étais vraiment jeune auteur, j'avais vraiment envie de défendre le jeu qui sortait et le montrer à tout prix. Maintenant, je suis plus intéressé par le côté mes protos. Pouvoir avancer mes protos. Donc les jeux qui sont sortis, je les montre avec plaisir parce que c'est des jeux que j'aime bien. Hein. Mais vraiment le sens pour moi est plus dans la manière de mon moment de montrer les protos. Quand les retours sont pas bons ou quand moi je sens que ça passe pas, je me dis pas tout de suite forcément c'est enterré, je me dis juste peut-être c'est pas le bon angle, la bonne personne, le bon public. Enfin, voilà, je me rends quand même compte de ce qu'il a potentiellement dans le ventre, quoi. Voilà, et puis après ici le festival je connaissais pas, c'est la première fois, mais bon c'est pas très loin de chez mes beaux-parents donc j'avais plaisir, enfin c'était plutôt feeling logique de passer. Ma belle-mère est passée ce matin jouer un petit peu, c'était rigolo de la voir dans un festival de jeux. Je crois que c'était la première fois qu'elle y allait, donc ça m'a fait plaisir de la voir. Puis j'ai emmené ma fille qui passe du temps chez ma belle-mère, donc ça c'est cool. Et le cadre a l'air chouette. Enfin, là en tout cas j'ai passé une très belle journée. C'est à la fois. Moi je me suis pas du tout ennuyé, il y a eu du monde toute la journée et à la fois j'ai pas été sursollicité. Où des fois tu finis exténué et tu comprends plus rien à ce qui se passe tellement tu as expliqué des jeux. Donc voilà, c'est le genre de festival que j'apprécie. Puis l'accueil est bon, donc c'est cool. Voilà. J'ai plutôt un feeling pas très bon avec le Kickstarter. Déjà parce que je travaille en boutique et je trouve que ça squeeze un petit peu le travail des boutiquiers. Je trouve qu'acheter un jeu sur une promesse, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Parce que les promesses ne sont pas toujours tenues. Quand elles le sont, c'est tellement agréable que sans doute ça vaut le coup, mais elles ne le sont pas toujours. Moi, par exemple, j'ai jamais participé à un Kickstarter, c'est pas ma culture. Je suis pas très beaucoup sur les réseaux, sur tout ce qui est mouvement moderne, enfin tout ce qui est à la pointe de la technologie ou nouveau. Voilà, je suis plutôt dans le feeling un peu direct avec les gens. J'aime bien être dans la rencontre. Du coup, c'est tout un tas de trucs qui fait que ça m'attire pas vraiment. Après, je pense quand même que c'est quelque chose qui peut être très utile, très pertinent pour des jeunes éditeurs qui se lancent, qui ont un projet un peu ambitieux, un peu original, un peu différent. C'est une manière de prendre moins de risques ou de prendre un risque plus calculé. Donc je trouve ça bien. Après, je me dis quand même qu'il y a des grosses structures qui en usent et en abusent sans doute un petit peu. Mais je dis sans doute parce que je ne connais pas assez, encore une fois, pour avoir un avis très tranché et je voudrais pas être le donneur de leçons sur un truc que je ne connais pas bien. C'est que c'est quand même une usine à toujours plus de matos, toujours plus gros, toujours plus de trucs. Et je crois que notre monde d'aujourd'hui, on n'a plus tellement besoin de ça. En fait, il faut arriver vers quelque chose de plus sobre, plus épuré, plus simple. D'un point de vue écologique, d'un point de vue économique. C'est bon. Enfin, moi, je me sens un petit peu gavé à pas mal de niveaux. Et je trouve que ça va un peu dans cette mouvance de toujours un peu plus, quoi. Allez, si je peux vomir encore un peu plus. Voilà. Après, moi, je travaille avec les jeux au plat sur ces deux jeux-là, Cosmopolite, La Marche du Crabe, et puis il va y avoir l'extension de Cosmopolite. J'ai un autre projet avec eux. Peut-être qu'il y aura un jour une suite de La Marche du Crabe si ça vient. En tout cas, j'aimerais beaucoup. Donc tout ça pour dire que les jeux au plat, c'est vraiment l'éditeur avec qui j'ai envie. C'est un peu celui que j'ai envie de suivre longtemps. C'est un peu mon éditeur fétiche. Et mon prochain projet chez eux, c'est encore un jeu avec appli. Non, mais ce que je voulais dire par les jeux au plat, c'est aussi que du coup, le côté taille humaine, contact, côté pas vomir sortir plein de matos, ça me va bien. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a une certaine logique. Et le côté appli, non, je ne connaissais pas du tout. Là, pour le coup, Cosmopolite, c'était indispensable. On pouvait pas. En fait, la commande du CNRS, c'était quoi? C'était de dire on veut un jeu qui parle de la diversité linguistique.
Et avec Florent, du coup, mon co-auteur et éditeur du jeu, Florent Toscano, on s'est dit, pour parler de la diversité linguistique, il faut l'écouter, il faut l'entendre, c'est obligé. On ne peut pas passer outre ça. C'est la force d'une langue, c'est de l'entendre. Et donc, il fallait avoir un support pour l'entendre. Donc, l'appli était le meilleur des supports. Voilà. Donc, pour le coup, là, c'est indispensable, c'est évident. Alors, je sais que moi, en boutique, des fois, ça coince, ça grince, parce que les gens disent « Ah non, mais moi, je ne veux pas acheter un jeu où, de nouveau, on est devant un écran. J'ai beau dire que l'outil est suffisamment bien fait pour que la personne qui joue là-dessus ne soit pas que là-dessus, mais bien en relation avec les autres. Ça coince un peu. Mais bon, à partir du moment où c'était indispensable, on l'a fait. Je pense que je suis quand même dans les auteurs qui le défendent pas mal, c'est-à-dire qu'on me voit sur les salons, je suis quand même présent, je fais un peu de publication Facebook, je relaye les trucs, je suis quand même relativement présent quand même, mais je fais ça en mode amateur, c'est-à-dire que c'est pas une démarche professionnelle cette partie-là, je veux dire. Je cherche pas à me dire comment je vais toucher plus de gens avec ma com, qu'est-ce qu'il faut pour développer mon business plan, tout ça. C'est pas le sujet pour moi. Sinon, je serais éditeur. La partie développement, oui, ça pourrait m'intéresser parce que c'est assez proche du métier d'auteur. La partie recherche de matériel, ça commence un petit peu à m'intéresser. Et ce que je peux aimer dans le côté com, c'est éventuellement le côté plutôt événementiel. Parce que moi, je suis un ancien animateur, donc tchatcher, animer des tables, tout ça, ça peut me plaire. Il y a un côté un peu excitant du truc, c'est cool. C'est très fatigant, je suis un peu usé de ça parce que j'ai fait quand même 15 ans d'animation. Mais c'est quand même des trucs que j'aime bien faire. Après, le côté vraiment com, réseaux sociaux, recherche de travail partenariat avec des distributeurs, des boutiques, machin. Compliqué. Non, ça ne m'attire pas vraiment. Pour moi, le jeu de société, c'est vraiment un objet culturel qui devrait devoir les mêmes lettres de noblesse qu'un bouquin, qu'un CD, enfin les CD, qu'un morceau de musique, on va dire maintenant, qu'un film. C'est pour ça que je suis vachement fier d'avoir fait Cosmopolite, par exemple, parce que je trouve que ça ouvre d'autres voies. Le jeu documentaire, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le jeu comme support de plein de choses. Mais des jeux plus communs aussi ont leur lettre de noblesse, je trouve. Pour moi, ça a l'avantage de pouvoir faire vivre les joueurs quelque chose. C'est comme un peu, moi quand je suis auteur, j'ai l'impression d'être un peu comme un metteur en scène. Sauf que mes comédiens, en fait, c'est mes joueurs. C'est à la fois, en fait, les comédiens sont spectateurs eux-mêmes. Ils sont comédiens et spectateurs. Donc je trouve que c'est quand même une sacrée force, ça quand même, d'être les deux à la fois. Après jusqu'où on peut être à la fois comédien et spectateur. Il y a des fois, et je me questionne beaucoup sur jusqu'où on peut aller avec une règle. Il y a des fois, il y a des règles implicites qui sont comprises et acceptées par les joueurs, et des fois, elles ne le sont pas, et moi, j'arrive pas toujours à comprendre pourquoi. Par exemple, moi, il y a un exemple qui m'a assez frappé, c'est The Mind. Je trouve, moi, c'est un de mes jeux où j'ai eu les plus belles claques, la plus belle expérience. J'ai des souvenirs sur ce jeu qui sont vraiment inoubliables. Je trouve que c'est un jeu fabuleux, hyper épuré en plus, donc c'est incroyable. Ça tient à pas grand chose parce que il faut quand même que les joueurs jouent le jeu. Et il y a des joueurs qui ne jouent pas le jeu et ça marche plus du tout. Je le propose dans un certain cadre, voilà. Et du coup, ça tient à pas grand chose, quoi. Parce qu'il faut accepter le fait que, évidemment, The Mind, si je m'amuse à compter dans ma tête et que tout le monde fait ça et qu'on compte 1 par seconde, il n'y a plus de jeu en fait. Il est cassé le jeu. Et donc, il faut comprendre que le but, c'est pas de trouver le truc qui fait que ça marche, il faut trouver le truc qui fait qu'on passe un bon moment. Et c'est pas la même chose. Voilà. Et ça, j'avais un projet là, mais que j'ai abandonné, mais j'avais envie de trouver une façon de faire que les joueurs, ils sont surpris par la règle, parce qu'on n'a pas les mêmes règles suivant qui on joue. Et que du coup, on est obligé de lâcher prise sur la règle. Mais bon, pour l'instant, ça ne marche pas. Mais je pense qu'il y a un truc là-dessus. Je pense qu'on a encore plein de zones à explorer dans le monde du jeu. Et la règle du jeu, c'est un sujet très important. Il n'est pas évident à manipuler. Et voilà. Je suis en recherche là-dessus. Je ne sais pas comment dire. C'est assez cool d'interviewer les auteurs, d'inviter des auteurs dans un festival comme celui-là. C'est important qu'on soit considéré. Là, par exemple, moi, je viens tout frais payé.
Et du coup, moi, j'ai décidé que c'était ma condition sine qua non pour venir sur un salon, sauf les indispensables où des fois, malheureusement, je dois y aller. Mais parce que je pense que c'est important, si on veut que ce soit un objet culturel, de considérer l'auteur comme un créateur qui a son métier. Enfin, voilà. Moi, j'y passe des centaines d'heures en fait, sur ces projets-là, donc c'est important que ce soit reconnu. Moi et d'autres, hein, je suis comme les autres, hein, mais c'est important de... Voilà, et je suis content qu'un festival plutôt petit, quand même, considère ça et le comprenne facilement, que ce ne soit pas compliqué de faire passer ce message-là. Ça veut dire que déjà, il y a eu une étape de franchie. Et j'espère que ça continuera. Pour moi, c'est important de dire que Cosmopolite, c'est un jeu de Florent Toscano et Julien Protière, plutôt que de dire Cosmopolite, c'est distribué par les Jeux Hopla. Même si c'est bien que les Jeux Hopla le distribuent, ça reste une démarche de Florent Toscano et Julien Protière. Voilà. Un éditeur de jeu par rapport à un éditeur de livre, à mon avis, il est quand même plus impliqué dans le process créatif. Et donc c'est quand même important aussi que tout le temps qu'il passe à chercher le matériel, à peaufiner la règle, à travailler l'illustration avec un illustrateur, voilà, graphiquement, tout ça. Même si un éditeur de livre il fait du boulot, hein, il fait de la relecture, il fait de la recherche, il fait des trucs importants. Mais je pense que dans le jeu, c'est plus important encore. Donc c'est normal, je trouve quand même qu'on n'ait pas un pourcentage à la même hauteur. Par contre, je médite quand même pour qu'on touche quand même quelque chose de pas ridicule, quoi. Et dans le chaînage de l'auteur jusqu'à l'acheteur final, effectivement, je ne pense pas que c'est l'auteur qui est le mieux placé et ça serait bien qu'il soit un peu plus valorisé. Tout à l'heure, c'est hyper fréquemment, par exemple, on me dit, c'était pas un de mes jeux, je ne me rappelle plus, mais on me dit, ah ça c'est un jeu, ah oui c'était un jeu Cocktail Game, c'est un jeu Mathieu Despnous. Je dis bah non, malgré le fait que j'apprécie beaucoup Mathieu Despnous, c'est pas lui l'auteur en fait, hein, c'était à propos de Top 10. L'auteur c'est Aurélien Picolet, c'est pas Mathieu Despnous. Et je pense que c'est important de le redire, même si effectivement Cocktail Game a énormément développé le jeu et que le jeu a eu une réussite en grande partie grâce à Cocktail Game, n'empêche que l'auteur, c'est Aurélien Picolet. La Marche du Crabe, il a gagné le prix du public sur un concours de prototype. Non, pas prix du public, prix spécial du jury. Et en fait, j'étais hyper touché. Donc je me suis dit, bon, écoute, Julien, arrête de te faire des idées. En fait, non, c'est important pour toi, quoi. Et donc, oui, c'est important parce que c'est être reconnu par ses pairs, c'est être reconnu, c'est reconnaître le travail que tu as fait, donc c'est forcément touchant. Après, c'est un peu ingrat parce que tu as très peu d'élus, parce que c'est toujours critiquable, parce que c'est comme l'équipe de France de football, si tu n'es pas le sélectionneur, tu as toujours envie de dire ah non, mais moi je l'aurais mis en attaque, lui, c'est quoi cette connerie? Et là, c'est pareil, ah mais non, mais pourquoi Cosmopolite n'a pas gagné? Mais c'est inadmissible. Bon, en même temps, le jury fait ce qu'il peut et il a un point de vue et on ne peut pas lui reprocher d'avoir un point de vue, il est là pour ça. Donc, non, ouais, moi je pense que c'est important, mais on peut pas s'arrêter juste à ça parce que sinon on en deviendrait malade, quoi. Après, moi en boutique, quand je propose des jeux, dès qu'il y a un Spiel, dès qu'il y a un As d'or, systématiquement j'en parle. Tous les connaisseurs, ils achètent l'As d'or, hein. C'est obligé, le Spiel, parce qu'ils veulent être au courant de ce qui se passe. D'ailleurs, ils l'ont souvent déjà acheté avant, parce qu'en fait, on sent déjà que c'est bon. Il y a 10 jeux par an où, a priori, tous les gens du milieu les connaissent, y ont joué et ont un avis dessus, quoi. Par connaissance, Ludovox, par exemple, moi, c'est une équipe que j'apprécie, avec qui j'ai déjà échangé, en tout cas pour une grande partie d'entre eux, que je peux retrouver sur des événements ludiques ici ou là. Mais par exemple, moi en tant que boutiquier, maintenant on commence à communiquer genre ah bah faut prendre ce jeu parce que la semaine prochaine, le youtubeur qui a 600 000 vues, il a prévu de faire une review dessus. Et ça, moi, ça m'hérisse le poil, ça m'énerve. Parce qu'en fait, on va dire achetez-en beaucoup parce qu'on va en acheter beaucoup. Mais non. Et c'est pour ça que pour moi, le prix a beaucoup plus de sens. Le prix, ça veut dire, ouais, on l'a essayé, on l'a réessayé, on l'a réessayé, on l'a essayé plein de fois. Et par rapport à tous ceux qu'on a essayé, c'est dans nos meilleures expériences de l'année. Et là, pour ces gages de qualité. Si c'est un youtubeur qui fait une partie et déjà on dit, bah, comme ça va être une bulle, c'est con. Enfin, moi, ça m'énerve à mettre. Je trouve que c'est contre. Là, actuellement, en boutique, on galère sur les Pokémon. Parce qu'il y a un foutu youtubeur au printemps qui a fait une ouverture de boîte. Alors, moi, je ne l'ai pas regardé, mais grosso modo, a priori, il a fait un truc un peu fun. Il a parlé de ce qu'il a ouvert. Et du coup, ça a créé une espèce de gros buzz. Et actuellement, moi, j'ai 10 visites par jour pour demander du Pokémon, alors que j'en ai pas parce que ça se vend trop vite.
C'est horrible. Enfin, moi, c'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre, quoi. Non, ça vraiment, ça m'agace pour le coup. Si, bah, par exemple, typiquement, avant, systématiquement, sur Trick Track, j'y allais. Voilà. Mais c'est pas la même chose que les 600 000 vues, quoi. C'est plus dans le milieu, tu vois. Non, non, Ludovox, Trick Track, là maintenant c'est un monde de jeux qui est pas mal présent. Moi j'aurais grand plaisir à aller voir là-bas, enregistrer mes jeux et tout. Si, carrément. Mais c'est pas tout à fait la même chose, c'est peut-être deux sujets différents. Parce que c'est vraiment des gens, là Trick Track, Ludovox, monde de jeux, c'est des gens passionnés du jeu, qui savent vraiment de quoi ils parlent. Et puis c'est pas. C'est vu quand même assez grandement, mais c'est pas vu par une centaine de milliers de personnes. La coop, c'est Carte Aventura que j'ai beaucoup aimé cette année. Parce que c'est un peu un jeu documentaire aussi, un jeu historique même. Donc, il y a déjà une force narrative parce que on va parler de sujets un peu sensibles qui ont existé. Ça t'interpelle, ça te pose des questions sur la société, sur ce qui s'est passé. Mais aussi, le système de jeu est vraiment cool parce qu'il n'y a pas de règles. En fait, tu joues directement, tu ouvres la boîte, tu joues. J'aime beaucoup aussi le côté narratif où t'as pas. J'aime beaucoup Unlock, mais des fois, je trouve que les énigmes, elles sortent un peu du jeu. Là, tu n'as même pas d'énigme en fait, c'est juste des choix moraux. Je dis, bah, je vais plutôt aller là parce que ça me fait plus envie que ça. Peut-être la partie d'après, tu fais, ah oui, je vais essayer là, maintenant je vais essayer là pour voir parce que tiens, je vais le jouer plutôt comme ça cette fois. Et ça, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est vraiment aimé Carte Aventura. J'ai beaucoup aimé, donc ça c'est le coop. Et le pas coop, j'ai beaucoup aimé Jekyll versus Hyde. Et je trouve que c'est un. Quand on m'a dit c'est un jeu de pile de joueurs, j'ai dit, oh, ça va pas marcher les jeux de pile de joueurs, ça va être pourri. Et en fait, ça marche super bien. Le twist de, il faut avoir, il y en a un c'est autant de plis que l'autre et l'autre c'est un gros différentiel, c'est hyper malin. En plus, je trouve que le thème marche assez bien. Le système de potions au début, tu as l'impression que c'est très chaotique et en fait, il y a quand même de la maîtrise et c'est assez fin et tu vas chercher des trucs un peu fous. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le dernier, c'est celui que j'ai le plus joué et c'est plus surprenant parce que c'est moins un jeu original, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puisque je joue beaucoup avec mes deux fils de 14 et 17 ans, c'est Shards of Infinity, je sais pas si tu as joué cette année. C'est du deck building. Eux, nous, on est des anciens. Moi, j'ai beaucoup joué à Magic, j'ai appris Magic à mes enfants. Et moi, je suis un peu gavé de Magic parce que je trouve ça vraiment trop chaotique. J'ai l'impression que quand je joue une partie sur 4 est intéressante et 3 autres, c'est un qui écrase l'autre. Donc ça m'énerve. J'avais envie de trouver un autre jeu pour jouer avec eux. Et j'ai trouvé ça cette année. Et je le trouve vraiment très malin. Voilà. Plus jeune, en tout cas, j'ai cherché à trouver des jeux où il y a une part d'aléa qui fait que quand même, de temps en temps, il va gagner, même si je pige plus vite que lui. Par exemple, pour moi, Seven Wonders Duel, c'est un très bon jeu pour ça. Parce qu'il y a quand même une phase chaotique de je retourne la carte, c'est pas celle qu'il me faut, bah tant pis. Et bon, même si je vais gagner plus souvent que lui, parce que quand même c'est stratégique et j'ai plus pigé de trucs que lui, de temps en temps il va me gagner. Et ça c'est pour moi hyper important. Si je gagne tout le temps, il va plus avoir envie de jouer et moi non plus, j'ai pas envie de l'écraser, quoi. Shards, il y a des périodes où il va me gagner plus et globalement je crois que je vais gagner un petit peu plus que lui. S'il m'écoutait, il dirait peut-être non, évidemment, mais j'ai cette impression.